encore une fois, l'ONU, c'est l'organisation des Nations Unies. Ce sont les États. Le secrétaire général, il a une position morale à défendre, basée sur le principe de la charte, qu'il devra exercer sans faiblesse coupable, je vous l'ai dit. J'entendrai en tout cas exercer ce droit, ce devoir, j'allais dire, d'information et de discussion avec le membre qui serait dans cette situation. Pour ce qui concerne la vision sur les opérations de maintien de la paix, je crois que c'est un débat global. Tout le monde s'accorde sur la pertinence de maintenir ces opérations, puisque sans leur maintien, on peut imaginer ce que va devenir, ce que deviendra en tout cas les conflits frontaliers dans toutes ces zones qui ont aujourd'hui, qui hébergent des forces, des casques bleus des Nations Unies ou des missions politiques. Maintenant, la question, elle est devant nous. Les financements baissent. Entre l'année dernière et cette année, le budget est passé de près de 7 milliards à moins, à presque 5 milliards et quelques pour l'opération de maintien de la paix. Il y a des zones où il faut faire appel au chapitre 7, et nous savons que ce n'est pas facile de faire appel au chapitre 7. Donc, cette réflexion aussi, je crois, elle sera au cœur de nos réflexions communes pour voir comment maintenir, en tout cas, la présence des casques bleus partout où le besoin sera, tout en s'appuyant aussi sur les organisations régionales, tout en travaillant sur l'architecture de paix internationale et tout en invitant les pays contributeurs et qui financent en particulier ces opérations, peut-être élargir ce cercle et les amener à s'impliquer davantage. Pour la réforme, je vous ai dit, les premières actions seront de montrer ce que l'organisation peut faire en termes d'élimination de duplication. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites, parce que parfois il y a des organisations qui se chevauchent. Donc il faudra oser, en tout cas ce sera proposé aux États membres pour une rationalisation et une plus grande efficacité de l'action du secrétariat, mais aussi de tous les organes qui dépendent de l'ONU. Et avec les États, on verra jusqu'où on est prêt à aller dans la réforme. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne la parole à l'organisation suivante de la société civile du Mexique. Le représentant n'est pas dans la salle à cause de circonstances malheureuses et donc sa déclaration sera lue au nom de l'organisation à nouveau. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Au nom de l'organisation, je vais donner lecture de la question suivante. Quels changements souhaitez-vous faire advenir pour renforcer le mécanisme de promotion et de collaboration du travail avec la société civile en se concentrant sur les questions relatives aux jeunes en particulier? Je vous remercie. Merci, Monsieur Sall. Thank you very much. Merci beaucoup. Occupe la majorité de la population mondiale. Même si dans les pays industrialisés, nous avons une pyramide des âges inversés. Et quand vous voyez aujourd'hui, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, la population, elle est très jeune. Et donc, toutes les politiques de développement devront tenir compte de cette réalité. J'ai lancé pendant mes années de gouvernance au Sénégal une sorte de banque pour les jeunes, puisqu'il fallait développer l'entrepreneuriat, étant entendu que l'emploi salarial ne peut pas être une réponse à la demande massive d'emploi dans presque tous les pays. Si vous avez une population moyenne en Afrique de 19 ans, où l'âge médian est de 19 ans, vous voyez les difficultés que cela pose pour les États. Donc, avoir des politiques de développement qui intègrent non seulement la formation, et dans la formation, on a l'éducation, mais on a surtout la formation professionnelle et les nouveaux métiers liés au digital. Cela doit permettre de développer des activités qui vont mettre à la disposition des jeunes des ressources leur permettant de faire de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne maintenant l'organisation elle-même, on a déjà des mécanismes avec le Conseil économique et social, on a
des dispositifs qui sont sur place pour le leadership des jeunes. Je crois que cela va être renforcé avec la société civile, mais plus généralement, je crois que la problématique de l'emploi des jeunes dans le monde doit nous occuper parce qu'elle est liée à la problématique de la migration et elle est liée aussi à la problématique même du terrorisme, parce qu'il faut lutter contre ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de radicalisation, parce que les jeunes chômeurs sont naturellement des proies faciles pour les terroristes, donc c'est une problématique globale. Et pour revenir à la question antérieure, je voudrais rappeler donc le G4, il y avait bien entendu le Japon, l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Donc je voulais juste corriger, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu donner la liste complète. Voilà, Madame la Présidente, je vous redonne la parole. I now give the floor to the distinguished representative of Finland. La Finlande, au nom de la Jordanie, et puis l'Australie et la Malaisie. Les premiers États à titre national. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Sall, d'avoir présenté votre vision ici et d'avoir fait part de vos réflexions. La Jordanie et la Finlande ont l'honneur d'être les coprésidents du groupe de la jeunesse, la paix et la sécurité. Les jeunes peuvent être un élément clé de la paix et de la résilience au niveau mondial. En tant que coprésidente et coprésident, nous travaillons étroitement avec des jeunes faiseurs et faiseuses de paix, des réseaux, pour nous assurer que leurs perspectives alimentent les débats à l'ONU. Et la question que je vais vous poser est au nom des jeunes faiseurs et faiseuses de paix. Si vous étiez élu, comment utiliseriez-vous votre rôle pour promouvoir l'agenda Jeunes et Paix et Sécurité, comme il se doit? Avez-vous peut-être un exemple concret à nous donner? Merci beaucoup. Je remercie la représentante de la Finlande au nom de la Jordanie. Je vous en prie, Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame la représentante de la Finlande et de la Jordanie. Je salue l'action conjointe de vos deux pays pour mettre en place le réseau de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité. Promouvoir l'agenda de la paix et de la sécurité, c'est en effet intégrer une dimension jeunesse et même une dimension femme, parce qu'il y a aussi le rôle des femmes sur la paix. Et en Afrique en particulier, on voit beaucoup l'intervention des femmes, surtout de la société civile, dans la résolution des conflits et dans la prévention. Je crois que de la même façon, pour les jeunes, il faut encourager cet agenda, d'autant plus que dans beaucoup de conflits, on voit des jeunes, les enfants soldats, comme on le dit, parce que très tôt, ce sont des victimes faciles pour le recrutement, pour la radicalisation. Donc tout ce qui pourra être fait pour, en tout cas, apporter une réflexion dynamique le sera en faveur de la jeunesse. Et je serai très heureux de pouvoir collaborer avec vos deux pays pour que cet agenda soit partagé et que, enfin, ensemble, nous puissions apporter des réponses positives qui pourront être proposées à l'Assemblée générale et au besoin au Conseil de sécurité. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of... Je remercie la Finlande, l'Australie au nom des de la Nouvelle-Zélande, pardon. Madame la Présidente, Excellence, Monsieur Sall, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Étant donné le contexte, la capacité de l'ONU à s'acquitter de son mandat se base sur la crédibilité institutionnelle, ses capacités. Et il faut pour cela aussi un leadership basé sur les principes et la capacité de déployer les bons offices du secrétaire général avec un courage politique. Il faut que l'ONU défende les trois piliers de son travail et traduise les avertissements précoces en des mesures rapides. Il faut aussi de l'expérience, une gestion éthique et des mandats réalistes adaptés aux objectifs efficients qui peuvent être mis en œuvre. Et donc j'ai une question au nom de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, mon pays. Et l'Autriche voudrait aussi une réponse. Selon vous, l'ONU 80 permet-elle de mettre en concordance les autorités et les finances pour que l'ONU arrive à des résultats dans le
contexte de ces 3 piliers et comment utiliseriez-vous l'initiative ONU 80 pour qu'elle soit plus efficace? Je vous remercie. I thank the decision. Je remercie la représentante de l'Australie qui s'est aussi exprimée de la Nouvelle-Zélande, Monsieur Sall. Beaucoup, Madame la représentante de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Vous avez évoqué la problématique du déploiement de bons offices. Je crois en avoir parlé dans mon propos liminaire. Il faudra développer une diplomatie préventive, renforcer une action forte pour la médiation et donc la prévention contre les conflits. Et dans ce cadre-là, bien sûr, avec la réforme ONU 80, nous pourrons insister sur certains secteurs où peut-être des renforcements seront nécessaires, notamment le développement de ces missions de bons offices, mais également de toute cette activité préventive. L'ONU 80, je crois a été lancé lors de l'anniversaire du 80e anniversaire de l'ONU. J'ai déjà regardé de près les mesures qui ont été préconisées. Je pense qu'il y a des efforts à faire dans l'immédiat. Il y a d'autres efforts qui nécessiteront des validations avec les États membres. Puisque, encore une fois, si nous voulons réduire, par exemple, les structures, ou tout au moins faire une fusion de structures, il faut que les États membres soient d'accord. Mais il est clair qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées. Quand je parlais d'optimisation, tantôt je pensais à cela. Éviter les mandats qui se chevauchent, éviter les missions qui se superposent. Donc ça, c'est ce que l'organisation peut faire assez rapidement. Maintenant, pour aller plus loin, évidemment, il faut que ce travail, cette réforme soit partagée avec les États membres. C'est ça qui donnera une réforme durable et une réforme qui engagera tout le monde. Et c'est comme cela seulement que nous pourrons mobiliser maintenant l'ensemble des ressources qui doivent venir des cotisations statutaires et qui doivent venir également des contributions volontaires des États. Évidemment, la réforme ne doit pas tuer les piliers de la mission de l'ONU. Ces piliers, on l'a dit et rappelé, c'est la paix et la sécurité, ce sont les droits humains et c'est le développement. Donc, ces trois doivent aller ensemble. Et dans la paix et la sécurité, toute la problématique du maintien de l'ordre est posée. Donc, nous avons du travail devant nous, si, en tout cas, vous me faites confiance, avec les missions permanentes, avec les États, sur tous ces sujets, pour que nous puissions sortir avec des solutions qui vont guider l'action de l'ONU pour les prochaines 5 années à venir. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Thank you. Merci. Bien, nous en avons terminé avec la liste des orateurs représentant des groupes. Nous allons avoir maintenant les États membres intervenant à titre national. Je vous rappelle que vos interventions ne doivent pas durer plus de 2 minutes si vous exprimez au nom de votre pays. Et je voudrais également vous rappeler, Monsieur Sall, que vous êtes invité à ne pas dépasser 2 minutes non plus, pour que nous puissions écouter autant d'États membres que possible. Nous allons commencer par la Malaisie, puis la Côte d'Ivoire, et ensuite une organisation de la société civile. La Malaisie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion de discuter avec le candidat, Monsieur Macky Sall. Merci de prendre le temps de répondre à la question de la Malaisie. Merci de votre participation. Un des outils les plus importants à la disposition du secrétaire général, c'est pour la promotion de la médiation et la résolution des conflits, c'est donc le déploiement d'un envoyé spécial. Nous avons vu la valeur de cette approche en Malaisie. L'envoyé spécial sur le Myanmar a travaillé de façon constructive et étroite avec l'envoyé spécial de l'ASEAN lorsque la Malaisie a présidé l'ASEAN l'an dernier. Cette complémentarité entre les mécanismes régionaux et les Nations Unies, mécanismes tels que l'ASEAN, reflète le type de cohérence multilatérale que nous voudrions voir préserver. Ma question est la suivante. Si vous devenez secrétaire général, si vous devez assumer la responsabilité de nommer un envoyé spécial, notamment dans un conflit sensible, complexe, quels sont les critères
spécifiques qui guideraient votre sélection. Merci. Je remercie le représentant de la Malaisie, Monsieur Sall. Merci beaucoup, Monsieur le représentant de la Malaisie, pour votre question. Elle est très importante et elle renvoie à la coopération dont j'ai parlé tantôt entre les Nations Unies et les organisations régionales. Vous avez cité le cas de l'ASEAN et c'est important. Pour le choix d'un envoyé spécial, je pense que le premier critère, c'est la connaissance du sujet. Si on envoie quelqu'un en Asie, il faut bien que ce soit un connaisseur de l'Asie ou un spécialiste tout au moins de l'Asie. Il y a également les critères éthiques, bien entendu, et il y a l'expérience. Je pense que c'est autant de critères composites qui pourront être combinés pour pouvoir désigner un envoyé spécial qui déjà a un vécu, bien sûr, au plan diplomatique, peut-être au plan politique, au plan de la connaissance historique du conflit. On aura besoin de cette qualité et il faudra aussi que les envoyés spéciaux puissent venir de toutes les régions du monde. Donc le critère va être donc principalement un critère de compétence, d'expérience et d'éthique par-dessus tout. Thank you. And now I give the floor. Merci. Je donne maintenant la parole à la Côte d'Ivoire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Macky Sall, permettez-moi de vous exprimer, au nom de la délégation ivoirienne, nos sincères remerciements pour la vision ambitieuse et les priorités résolument tournées vers l'avenir que vous avez bien voulu partager avec nous lors de votre présentation et qui témoignent d'une connaissance approfondie des dynamiques complexes qui structurent les équilibres mondiaux actuels. Votre candidature intervient dans un contexte exigeant où notre organisation est confrontée à une conjonction de défis d'une intensité particulière. En l'occurrence, la multiplication des foyers de tensions géopolitiques, les contraintes budgétaires croissantes, la crise persistante de liquidité de l'organisation, l'érosion du multilatéralisme ainsi que des interrogations récurrentes quant à l'efficacité de certains mécanismes institutionnels. Dans un tel contexte, Monsieur le Président, où l'Organisation des Nations Unies est parfois perçue comme limitée dans sa capacité d'action face aux crises internationales, quelles réformes institutionnelles et opérationnelles concrètes proposeriez-vous afin de renforcer son efficacité, sa crédibilité et sa capacité de réponse à ces crises multidimensionnelles? Et en second point, face aux conflits majeurs qui marquent l'actualité internationale du moment, notamment en Europe de l'Est, au Proche-Orient, en Afrique en général et dans le Sahel en particulier, quelle approche nouvelle ou priorité stratégique M. Macky Sall, secrétaire général des Nations Unies, mettrait-il en œuvre pour favoriser la médiation et le règlement durable de ces crises, ainsi que la prévention d'éventuels conflits similaires? Monsieur le Président, les pays africains polluent peu, mais subissent de façon rude les effets néfastes du changement climatique. Que feriez-vous en tant que secrétaire général pour amener l'ONU à plus d'actions au profit des pays africains victimes des changements climatiques? Je vous remercie. Je remercie la Côte d'Ivoire, Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Vous avez décrit le cadre. On a une conjonction de facteurs, les contraintes budgétaires, le déficit de confiance entre l'organisation et la plupart, un certain nombre d'États membres en tout cas, clés, ce qui fait qu'on le constate, l'ONU n'est pas forcément autour de la table sur ces grands dossiers. Vous avez rappelé les conflits en Europe, au Moyen-Orient. En Afrique, heureusement, l'ONU est encore très présente. Il faut renforcer cela. L'action diplomatique de l'organisation, je crois, commencera par, une fois que le choix est fait par les États membres du nouveau secrétaire général, si c'est moi qui ai choisi, c'est d'engager une discussion avec les différents pays sur ce que nous sommes prêts à faire ensemble. Que finalement, cette organisation, elle a été créée sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu une organisation, la Société des Nations, League of Nations. Elle a été assez faible et
le monde a connu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que voulons-nous vraiment continuer à observer les choses telles qu'elles sans réagir et que finalement ce soit la loi du plus fort? Je ne le pense pas, mais il faudra discuter avec les uns et les autres afin d'apporter les réponses les plus appropriées. Sur l'action diplomatique, bien sûr, la médiation restera la clé de voûte, l'action préventive, le dialogue. Et pour l'Afrique, oui, l'Afrique pollue pour moins de 4% et subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Donc toute l'action climatique, l'adaptation pour l'Afrique, c'est une action qu'il faut poursuivre et amener les partenaires à accompagner le continent. Je vois que c'est déjà les 2 minutes. Merci. Merci. I now give the floor. Je donne maintenant la parole à la prochaine organisation de la société civile. Vous avez la parole, Genesis for Children Organization. Ensuite, la Guinée, le Salvador. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Sall, Monsieur Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général, compte tenu de l'impact des conflits sur les enfants, quelles mesures allez-vous prendre pour renforcer la protection, la sécurité des enfants dans les zones de conflit? Comment garantir la reddition de comptes lors de violations des droits des enfants et comment assurer la protection des droits humains? Des enfants innocents meurent au quotidien. Comment remédierez-vous à cette crise? Merci. Je remercie la représentante de la société civile, Genesis for Children Organization. Monsieur Sall, vous avez la parole. Madame la représentante de la société civile, vous l'avez rappelé, dans les zones de conflit, il y a 2 catégories qui subissent le plus. Ce sont les enfants et les femmes. Nous avons indiqué que l'action commune doit permettre à l'organisation de lutter contre ces violations faites aux enfants et faites aux femmes. Là où l'ONU est présente, bien sûr, avec une force, avec des missions de police, c'est plus facile. Malheureusement, l'ONU n'est pas partout. Donc, on peut compenser cela par la collaboration avec les organisations présentes sur le terrain pour au moins l'échange d'informations et faire en sorte que des résolutions soient prises pour davantage défendre les enfants et les femmes dans les zones de conflit. Et je pense que ce sera un plaidoyer permanent du secrétaire général et de l'ensemble des organes des Nations Unies pour que les enfants soient protégés dans les zones de conflit, mais aussi les femmes, surtout contre les abus. Thank you. I now Merci. Je donne maintenant la parole à la Guinée, suivie d'El Salvador et de l'Arménie. Merci, Madame la Présidente, et merci à M. Macky Sall pour cette brillante intervention. Monsieur Sall, pourquoi souhaitez-vous devenir secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui? Ma première question. La deuxième, quelle sécurité absolue dès votre prise de fonction? Et enfin, la dernière question, l'Afrique doit-elle obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto conformément à la position commune africaine? Je vous remercie. I thank the distinguished. Je remercie la Guinée et je donne la parole à Monsieur Sall. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Madame la représentante de la Guinée. Pourquoi je souhaite postuler pour un poste de secrétaire général de l'ONU dans ce contexte marqué par la fragmentation, marqué par les crises multiples, y compris la crise de liquidité. Je suis convaincu que mes années de travail comme serviteur public m'ont permis de côtoyer différentes forces. Au niveau local, j'ai été maire, j'ai pu arbitrer des conflits parfois très basiques entre les mototaxis et les marchands ou les taximans. Donc, prêter attention aux préoccupations des personnes, même parmi celles qui paraissent être les moins importantes. Aucune personne n'est moins importante, mais également
au fil de mes responsabilités, j'ai appris à négocier avec mes fonctions à la CEDEAO. Je suis intervenu en plein coup d'État au Burkina Faso et par la discussion et la persuasion, nous avons obtenu de la junte de remettre le pouvoir en place, ce qui a été fait. La libération du président de transition qui était là et la reprise du pouvoir par les civils. Avec le G20 étant à la tête de l'Union africaine, par la discussion avec tous les leaders, un par un, nous avons obtenu l'adhésion de l'Afrique au G20. Ce n'était pas évident au départ. C'était un vrai défi. Mais c'est par la discussion. Et je crois que cette capacité à discuter avec tout le monde, sans barrière, c'est cette capacité que je peux mettre à la disposition de l'organisation et surtout la capacité aussi de réformer et d'accompagner cette réforme. N'étant ni de droite ni de gauche, quand je dis droite et gauche, je pense à l'Est et à l'Ouest, ni du Nord ou du Sud, même si je viens du Sud. Je pense que c'est cette volonté simplement que j'ai à mettre à la disposition de l'ONU et des États membres pour faire avancer notre agenda commun. Enfin, voilà, madame me rappelle, elle est très vigilante, les minutes. Je crois que je vais m'en arrêter là. L'Afrique mérite un poste, bien sûr, de siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. L'Afrique a demandé 2 sièges, c'est ça la position africaine. Les autres demandent, au titre des pays, à adhérer. On a entendu tout à l'heure les représentants du G4. Et d'autres régions aussi du monde demandent à être représentées. Je crois que le débat est sur la table. Mais la décision, encore une fois, n'est pas celle du secrétaire général. Il pourra faciliter le dialogue, mais ça va être la décision des États membres. Je vous remercie. Distinguished representative of El Salvador. Je vous remercie. El Salvador, suivi de l'Arménie et de Cuba. Gracias, señora presidenta. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie Monsieur Sall pour cette participation. Mes questions sont les suivantes. Si vous êtes secrétaire général, comment allez-vous équilibrer